Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement scolaire. À ce titre, nous avons invité Madame Sarah Degé, professeure de psychologie et de psychopédagogie. Elle nous donnera des conseils sur les différentes réactions à avoir face au harcèlement scolaire. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Nous avons également avec nous Mesdames Chloé Anzardi et Christiana Piras. Elles se spécialisent en psychologie clinique et psychopathologie. Elles vont répondre à nos questions plutôt sur l'aspect clinique de la prise en charge de ces situations. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, en Europe, il faut savoir que le harcèlement scolaire touche 8 à 15% des élèves. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un élève sur 3 révèle avoir déjà été victime de harcèlement. Ces chiffres prennent en compte tous les âges et relèvent tant de la violence psychologique que physique. On peut observer par exemple des violences verbales, corporelles, matérielles, relationnelles, et on parlera aussi un petit peu du cyberharcèlement. Donc dans le harcèlement scolaire, nous le verrons, ce qui renforce l'attitude violente du harceleur, c'est aussi la présence du public, qu'il soit passif ou actif, à la situation de harcèlement. Attendu l'impact négatif sur les élèves de cette problématique, elle devient quand même un enjeu de réflexion majeur. Et donc, aujourd'hui, comment faut-il réagir ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Je vais commencer par Madame Degé. Alors, peut-être vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que le harcèlement scolaire et est-ce qu'il a toujours existé ? Alors, je vous propose de vous citer deux définitions. Une première définition du GIRCEF, donc qui est un institut de recherche de l'UCL, qui mentionne ce sont des actes négatifs, délibérés et répétés. Donc il y a vraiment dans le harcèlement cette question de répétition, que ce soit d'ailleurs pour le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel, d'autres formes de harcèlement, la question de la répétition est absolument centrale. Alors une seconde définition, qui est celle d'un psychopédagogue que nous apprécions beaucoup, Bruno Humbeek, qui mentionne ce sont des comportements et ou des attitudes agressives mises en œuvre de manière répétitive par un ou plusieurs élèves dans le but d'exclure ou d'humilier un autre élève dans un rapport systématique de dominance. Donc on a vraiment cette notion de domination. On a cette notion à nouveau de répétition et on a aussi la notion d'intention qui est importante dans le harcèlement, donc vraiment cette intention de nuire. Le GIRCEF relève également 3 caractéristiques, donc l'intention de faire du tort, ce qui rejoint ce qu'on a dit précédemment, la notion de répétition et la notion de déséquilibre dans la relation. Alors, est-ce que ça a toujours existé ? Évidemment, c'est compliqué de répondre à cette question, dans la mesure où on a eu une conceptualisation à partir d'un certain moment, comme pour tous les phénomènes sociaux, finalement, à un moment, les chercheurs décident de conceptualiser. Et donc, c'est à partir d'une observation d'un enfant qui se faisait vilipender par d'autres enfants que cette notion a été théorisée. Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que, bien entendu, le harcèlement se module dans les formes actuelles et donc, il y a des formes de harcèlement qu'on ne voyait pas du tout avant, forcément. Le cyberharcèlement, c'est quelque chose d'assez récent, finalement. Oui. Et donc, ce harcèlement prend vraiment toute une dimension qu'on n'avait pas avant. S'il y avait des comportements, par exemple, de phénomènes de groupe, de comportements moqueurs, etc., dans les cours de récréation, depuis qu'elles existent, finalement, depuis que l'école existe, on pourrait presque dire, eh bien, la forme est tout à fait spécifique à notre contexte actuel. Donc, il se module aussi au contexte sociétal dans lequel on est, c'est bien ça ? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Madame Anzardi, est-ce qu'il y a un profil psychologique type d'une personne qui est victime de harcèlement ? Donc, il faut garder en tête qu'il n'y a pas vraiment de profil type de victime, c'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à nos enfants, on ne peut pas savoir exactement qui va être harcelé ou pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui peuvent renforcer le risque de harcèlement pour un enfant. Donc, ça peut être des facteurs extérieurs, une différence de maturité ou même des facteurs de personnalité. Mais c'est vrai qu'il y a 2 facteurs principaux qui ressortent un peu de ces processus un peu de harcèlement. Donc, la première chose, c'est un peu les compétences sociales. Donc, souvent, quand les enfants ils vont à l'école, ils commencent à socialiser avec les autres enfants, ils vont vouloir tenter de trouver leur place au milieu des autres enfants. Mais parfois, ils ne savent pas exactement comment s'intégrer. Et là, ils se retrouvent un peu ostracisés. Donc, ce manque un peu de compétences sociales peut être un facteur qui renforce le harcèlement.
Et aussi un deuxième grand facteur qui est important, c'est la confiance en soi. Ça veut dire que si un enfant harcelé qui s'exprime bien, qui est valorisé par ses parents, qui a confiance en lui, qui se sent sécurisé, il parviendra mieux à se défendre face aux agresseurs qu'il voit à l'école, alors qu'un enfant qui doute de lui-même et dont les parents ne cessent de lui retirer un peu cette estime de soi, écraser un peu sa confiance en soi, il va se dire que peut-être les gens ont raison de le harceler ou qu'il ne peut pas se défendre ou qu'il n'a pas les capacités de se défendre. Et du coup, il va rester un peu dans ce harcèlement qui va continuer. Il va dire qu'il le mérite, en fait. Voilà, de toute façon, à la maison, si on lui manque de respect, à l'extérieur, il ne pourra pas mettre des limites non plus. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est très, très important aux enfants de les aider à retrouver leur estime de soi en les valorisant et leur donnant un sentiment d'auto-efficacité. Donc ça, c'est super important. Donc on revoit un peu, c'est un peu notre militantisme aussi à Espace Santé Famille. Quand je dis tout le temps que la famille, c'est la base et c'est le socle, on voit Exactement. Que finalement, des compétences que l'enfant va développer au sein de sa famille, mais donc ça veut dire la confiance en soi, la sociabilité, donc la capacité à se tourner vers le monde extérieur aussi, eh bien, va impacter aussi ses relations extérieures à l'école. Et voilà, donc les premières relations impactent la relation aussi qu'on peut avoir à l'extérieur. Voilà, exactement. C'est ça. Ok, alors maintenant je vais aller vers Madame Piras. On va aussi parler des personnes qui sont avec un profil harceleur. Je ne sais même pas si c'est un profil harceleur, mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il existe un profil psychologique type d'une personne qui va harceler les autres enfants? Ok, donc tout comme pour les victimes, aussi pour les harceleurs, il n'y a pas un profil type, mais il y a certaines caractéristiques qui peuvent être corrélées au fait d'harceler à l'école. Et donc, par exemple, dans les études, on remarque que les harceleurs ont souvent des niveaux d'empathie moins élevés. Ils ont aussi des biais de perception sociale, donc notamment le fait de percevoir des menaces dans leur environnement. Et aussi le fait de considérer la violence comme un moyen efficace pour résoudre les problèmes. Aussi, on voit que les harceleurs proviennent très fréquemment dans certains cas, des foyers où les modèles parentaux privilégient la coercition et l'agressivité, où il y a un manque de disciplines cohérentes et efficaces, et donc l'enfant rejette la loi. Mais en même temps, au niveau de la psychopathologie, les enfants harceleurs ont des niveaux de dépression très élevés. Et au niveau de la socialité, c'est vrai que les enfants harceleurs, ils considèrent d'avoir des bonnes relations sociales. Mais quand on demande aux enfants autour d'eux, on se rend compte qu'ils sont rejetés de la même manière que les victimes. Oui, donc en réalité, et même peut-être que les autres enfants ont peur de l'enfant harceleur et que donc ils ne sont pas dans des relations saines au niveau relationnel. Mais donc on voit aussi de nouveau que ici la famille joue un rôle important par rapport à la gestion des frustrations, par rapport à la gestion des relations. En effet, donc si l'enfant va être dans si à la maison, par exemple, on passe, on a déjà fait des émissions sur les violences éducatives ordinaires, mais si on est systématiquement pour une résolution de conflit autour de la violence, si l'enfant vit dans l'agressivité à la maison, il pensera que lorsqu'il y a un désaccord avec un autre enfant, il devra passer par la violence physique ou psychique pour obtenir ce qu'il veut. Donc si on est dans le chantage affectif, par exemple, à la maison, il pensera que le chantage affectif est un mode relationnel normal pour résoudre ses soucis avec les pairs. Donc on voit vraiment l'impact de la famille, je trouve, dans ce que vous dites, et des relations, des premières relations, parce que les premières relations, et je le répète, que l'enfant va avoir avec le monde extérieur, c'est avec ses parents, puis avec ses frères et sœurs, puis avec ses grands-parents, mais en tout cas, c'est avec sa famille. C'est là qu'il va apprendre à être un être sociable et sociabilisé. Mais c'est intéressant parce que tu dis finalement que le harceleur est aussi en souffrance autant que le harcelé. Et souvent, on voit très négativement l'enfant harceleur, on se dit, oulala, c'est un mauvais enfant. Moi, j'ai plein de parents qui viennent en consultation chez moi en me disant « Mon enfant, il frappe les autres enfants, mon enfant, il harcèle les autres enfants, etc. C'est un mauvais enfant. » Enfin, il y a aussi, au niveau de l'estime de soi, qui renvoie quelque chose de très négatif à ces enfants-là.
Et finalement, comment reconstruire quelque chose de positif, des relations positives avec eux, parce qu'ils ont autant besoin d'être soutenus que ceux qui sont harcelés. Dans ce que vous dites, en tout cas, c'est ce qui ressort, j'ai l'impression. Oui, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vais revenir vers Madame de Guet. Est-ce qu'il existe une tranche d'âge de personnes qui seraient plus concernées pour le harcèlement ? Alors, en réalité, dans les études, on voit apparaître le harcèlement en primaire, par exemple, en secondaire aussi. Moi, j'ai été témoin même de comportements qui peuvent être qualifiés d'harcèlement dans l'enseignement pour adultes. Donc vraiment, et c'est très étonnant à observer et c'est très déconcertant en tant qu'enseignant. Néanmoins, on considère classiquement en psychologie que l'adolescence est une période critique. Donc pourquoi ? Parce que les adolescents sont plus influençables quelque part, plus sensibles à tout ce qui est phénomène de groupe. La dynamique de groupe chez des adolescents est différente que dans des groupes d'enfants. Et donc, il y a aussi toute la question de l'affirmation de soi, comment on va s'affirmer ou pas quand on est harceleur et harcelé finalement. Donc, je pense que c'est important vraiment pour les parents, pour les enseignants et tout type d'éducateurs de pouvoir rester attentifs au fait que finalement, même chez les enfants très jeunes finalement, et chez les adolescents, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'ils ont accès à toute une série de moyens qui facilitent finalement le harcèlement, donc les GSM, les réseaux sociaux, etc. Ce qu'on n'a pas chez les petits-enfants encore. Pas encore, fort heureusement, et bien se dire que des adultes peuvent aussi, dans des classes, avoir des comportements de harcèlement. Tout à fait. Alors, on va continuer à discuter de ça tout de suite après la pause. Donc, on va s'arrêter quelques instants, chers auditeurs. Donc, on a posé le cadre, on vous a expliqué un peu, on a défini les situations. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur le compte Instagram Le Blic Virginie ou Espace Santé Famille, sur la page Facebook de Santé pour tous. Posez-nous vos questions et nos spécialistes répondront à vos questions. Donc, nous sommes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement scolaire avec nos spécialistes. Nous n'avons que des psychologues autour de la table, donc voilà. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir aborder cette question sur le versant, sur l'aspect psychologique. Alors, il y a l'aspect psychopédagogique, scolaire, et puis l'aspect aussi clinique. On avait commencé tout doucement à en parler. Madame de Guet, à chaque fois je me cours. Donc, Madame de Guet, juste avant la pause, nous disait voilà, qu'on pouvait même retrouver du harcèlement parmi les élèves, mais adultes. Alors c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça. Après, je suis à moitié étonnée, mais c'est vrai que c'est quand même particulier parce que souvent, quand on sort de l'école, en tout cas moi, je me suis souvenu que quand je suis rentrée dans le monde des adultes à l'université, il y avait plus ce harcèlement, enfin ces critiques, ces moqueries, etc. Et on rentrait dans le monde des adultes et finalement, on avait l'impression qu'on était tous pareils, enfin et que il y avait moins ce stress de l'adolescence, de je suis mal dans ma peau, je critique les autres, on se critique les uns les autres, enfin. Je sais pas, mais c'est assez impressionnant de voir que ça peut aussi exister dans les écoles sup pour adultes. Alors effectivement, c'est impressionnant et c'est très très déconcertant en tant qu'enseignant. Donc une illustration sans entrer dans les détails forcément pour pas dévoiler des choses qui se sont passées dans le milieu professionnel. Mais donc, en l'occurrence, c'était des étudiants qui devaient faire un travail et donc avec une formation de groupe en autonomie et où finalement, il y a eu un mécontentement concernant l'inclusion d'une personne dans un groupe et donc où cette personne s'est fait insulter, où certains membres du groupe lui ont caché certaines tâches qui avaient été effectuées dans le groupe et de par le caractère répété et le caractère aussi humiliant des insultes qui étaient prodiguées en public dans un groupe via un réseau social, eh bien effectivement, d'après moi, je pense qu'on peut parler de harcèlement. Alors, ce que je pense qu'il est important de souligner aussi, c'est comme l'ont dit tout à l'heure nos intervenantes, c'est que finalement, il y a toute la question de l'intelligence émotionnelle derrière tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'on a fait des études de psychologie, enfin, sciences de l'éducation pour ce qui me concerne dans le master. Mais donc, on est en principe avec des gens qui ont une intelligence émotionnelle qui est déjà un peu au-dessus de la moyenne. Et donc, je pense que c'est important à prendre en considération que selon les filières,
il y aurait peut-être plus de probabilité, c'est une hypothèse que je formule, de trouver du harcèlement scolaire ou pas. Les psychologues sont bien entendu pas toujours tout clean et tout parfait, etc. Moi, je dis toujours que les psys, c'est ceux qui sont les plus arrangés. Hein. C'est à discuter. On va pas rentrer dans les clichés, mais moi je trouve que quand même, de faire un petit travail sur soi, les amis. Non, clairement, je pense qu'on est dans le soin, on a envie d'être dans l'aide et que ça résonne dans notre histoire. Mais c'est vrai que on devrait, comme tu dis, être un peu plus, être un peu plus. Aller au fait avec justement cette intelligence émotionnelle, puisque justement on est formé dans le domaine. Donc forcément, si tu es dans une école de psychologie, mais moi j'avoue que c'est marrant, je voyais pas ça comme du harcèlement. Moi je dois avoir un seuil de tolérance très élevé, mais moi ça m'est arrivé aussi. Je me souviens, mais moi à l'époque j'étais une maman, donc quand j'étais étudiante. Et du coup, j'avais des cours en décalage par rapport aux autres élèves, et donc j'ai dû faire un travail de groupe. Et chaque fois que j'allais vers un groupe, on me disait non, tu viens pas chez nous. Mais je me dis, mais enfin, on est des adultes, qu'est-ce que ça peut vous faire que je me rajoute au groupe? Je vais bosser avec vous, enfin, je vais faire mon boulot. Puis au final, il y a 2 filles qui ont finalement accepté de me prendre, et j'ai vraiment insisté en disant, non mais allez, arrêtez, je vais bosser. Et au final, c'est moi qui ai quasiment tout fait dans le truc de groupe. Mais j'avais l'impression que je devais me prouver plus, que je faisais plus le boulot, parce que j'avais des cours en décalage par rapport aux jeunes, quoi. Mais donc, dans l'exemple que j'ai cité, c'est pas simplement le refus qui, pour moi, est qualifiable, que je qualifie de harcèlement. C'est le fait qu'il y ait eu des insultes qui ont été prodiguées, un comportement d'humiliation aussi vis-à-vis de cet étudiant. Et donc, c'est vraiment très déconcertant, je le répète, en tant qu'enseignant, de gérer ça. Et d'autant plus que, voilà, moi, si je me suis dirigée vers l'enseignement pour adultes, c'est parce que clairement, ce genre de comportement chez les adolescents m'exaspère. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais c'est clair que je me dis que pour les profs, ça doit quand même pas être facile à gérer, quoi. Parce que si, imaginons, il y a une attente de réussite, ou enfin, en tout cas de production de travail, enfin, s'il y a un rapport de groupe ou un travail de groupe, ou même dans le primaire ou dans le secondaire, on attend qu'il y ait un travail qui soit fourni, et au final, l'élève se dit, mais en fait, c'est pas que je veux pas, c'est qu'on me sabote. Et donc, finalement, en tant qu'enseignant, comment se positionner, quoi? Mais on a intervenu pour rappeler le cadre, pour rappeler la profession à laquelle il se destine et l'importance d'une certaine éthique. Ouais. Mais pour donner une autre illustration, et je me permets d'enchaîner, parce que c'était effectivement une des interrogations, j'ai travaillé aussi dans le secondaire de plein exercice. Et donc, il y a certains comportements qui, moi, m'ont déjà interpellée et qui pourtant passaient tout à fait et ne semblait pas relever l'intention de l'équipe de direction. Je vous donne un exemple. Donc, dans une classe composée de filles et de garçons adolescents, eh bien, forcément, on a toujours des figures de leaders dans n'importe quel groupe humain et des figures un petit peu plus de bouc émissaire ou d'élèves qui sont un peu écartés comme ça du groupe. Et donc, en l'occurrence, le leader, c'était un garçon qui se faisait remarquer par des comportements de provocation, ce qui est un peu typique à l'adolescence, et donc qui d'après ses dires et sa prise de position, c'était des taquineries, etc., mais qui insultait les filles de sales putes, etc. Et les filles rigolaient à ça. Et donc, moi, quand je soulève ce point, on me dit « Ah, mais chez les adolescents, c'est normal, c'est comme dire ma petite chérie. » Mais non, pas du tout. Sale pute, c'est pas comme dire ma petite chérie. Ça renvoie, je vais arrêter de répéter à l'envi ce vocable, mais ça renvoie quand même à un rapport à la sexualité qui est particulier. C'est-à-dire, une fille peut être qualifiable comme telle, et oui, bien que ça soit passé dans le langage courant, ça renvoie à la sexualité. Et donc, on a un travail à faire avec les adolescents concernant leur rapport à la sexualité, concernant toutes les questions de genre et de sexisme, parce que ça veut dire que ces adolescents ont intégré le sexisme dominant, fille comme garçon. Qu'une fille accepte de se faire insulter de la sorte, c'est pas normal non plus. Ce n'est pas normal non plus. Et donc, de par le caractère répété, eh bien, je pense qu'il y a lieu aussi de se poser la question si c'est bien qualifiable de harcèlement ou pas. Ouais. Et donc, on a comme ça dans les écoles une série de comportements et d'attitudes qui passent complètement comme normaux finalement, et donc qui ne
n'attire pas plus l'intention des équipes éducatives. Et ça explique aussi, je pense, et je m'avance peut-être un peu, mais qu'on ait quand même une prévalence, donc des chiffres super fort élevés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, c'est très élevé. Bien plus élevés que la moyenne européenne, dans ce que tu citais. Tout à fait. Et même plus chez les garçons aussi. Donc, j'ai pas voulu vraiment donner justement enfin, je veux pas stigmatiser le genre, etc. Mais en effet, il y a plus de garçons qui harcèlent que de filles. Même si, voilà... Allez, ça peut être peut-être différent chez les filles aussi, mais en tout cas, en effet, il y a plus de chiffres chez les garçons. Après, je pense que l'adolescence, c'est une période aussi très particulière, mais comme tu dis, l'impact sociétal est là aussi, la manière dont on présente les choses aux jeunes est là aussi. Mais il faut rajouter à ça tout le mal-être qu'un ado a parce que son corps change, parce que voilà, il n'a pas demandé que son corps change, il n'a pas demandé d'avoir une oreille plus grande que l'autre, il n'a pas demandé d'avoir des pecs ou non, ou des seins ou non qui se développent. Et donc, en fait, ils sont tellement mal dans leur peau, ils s'aiment tellement pas qu'ils projettent cette souffrance sur les autres. Et donc, souvent, on voit comme ça des moqueries, des critiques vis-à-vis des autres. Maintenant, moi, je pense en effet qu'il faut que l'adulte soit là pour bien mettre le cadre autour de ça et pour justement pour pas que ça tombe dans le harcèlement, parce qu'on voit beaucoup d'adolescents qui décompensent. Moi, je me souviens, adolescente, qu'on avait un jeune dans notre classe qui a fait une décompensation psychotique, quoi. Mais vraiment, il a été hospitalisé et tout. Et il était harcelé, il était gravement harcelé. Et on ne disait rien. En fait, on avait peur de ces leaders. Et il y avait tous les spectateurs, dont moi. Enfin, on était là et on ne disait rien. Et parce qu'on avait peur de nous-mêmes être victimes de harcèlement par la suite, en fait. Donc, du coup, c'est la peur qui fait... et on va en parler après, parce que celui qui reste là et qui ne dit pas, il contribue au harcèlement, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et on ne se rend pas compte que de ne rien dire, mais finalement, ça donne audience au harceleur et ça lui donne un petit peu de la force pour harceler encore plus. Mais moi, j'avais envie de demander à Madame Ansardi quelles pouvaient être les conséquences du coup psychologique du harcèlement scolaire sur la victime. D'accord, donc il y a vraiment beaucoup de conséquences psychologiques sur la victime. Mais la première chose qu'on va un peu observer chez l'enfant, c'est que quand il va aller à l'école, il va toujours se sentir menacé. Donc on verra qu'il sera toujours tendu, qu'il sera toujours crispé et toujours comme si quelqu'un va lui faire du mal. Il s'attend toujours à ce que quelqu'un lui fait du mal. Et puis les parents vont aussi observer que peut-être qu'il va y avoir un absentéisme, décrochage scolaire, baisse des résultats. Il va peut-être aussi montrer des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire des symptômes qui, par rapport à son anxiété, à comment il se sent, il va commencer à montrer des choses avec son corps, comme par exemple développer de l'eczéma, perdre ses cheveux, des choses comme ça. Et des fois, ça peut être des choses que les parents ne prennent pas trop au sérieux. Par exemple, un enfant qui dit le matin « Maman, j'ai mal au ventre ». Et ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois. Mais quand c'est tous les jours avant d'aller à l'école, c'est qu'il y a des questions à se poser, quoi. C'est pas quelque chose de normal. Donc, il peut y avoir ces choses-là à court terme. Mais après, à moyen terme et à long terme, ça peut se transformer en un trouble psychologique un peu plus important. Ça peut devenir un trouble anxieux ou un trouble dépressif, ou aussi il peut avoir des problèmes de socialisation et il peut faire des tentatives de suicide, avoir de la phobie sociale, être addicté à des substances. Et du coup, c'est très important que les parents, enfin, je dis les parents, mais les adultes en général, les adultes de manière générale. Les adultes de manière générale, des fois, quand ils voient que l'enfant a un problème comme ça, qu'il est anxieux comme ça, ils disent ça va passer. Et puis même quand ils savent qu'il y a de l'harcèlement à l'école, ils disent c'est une période, mais ça passera, ça ira mieux après. Mais ce qu'on doit toujours se rappeler, c'est que dès qu'on commence à avoir des symptômes un peu comme ça à court terme, il faut faire un suivi. Ça veut dire que si on laisse ça comme ça et qu'on enterre ça un peu sans vouloir trop y toucher et que les années passent, souvent quand ces enfants-là qui étaient victimes de harcèlement deviennent adultes, on voit des troubles beaucoup plus importants psychologiques qui peuvent se montrer comme une dépression sévère ou de l'anxiété très sévère. Oui, c'est ça. Et justement, ça a été très médiatisé, cette histoire de suicide. On a eu des jeunes qui se sont suicidés, des jeunes, mais très jeunes, hein. Ça pouvait être 11, 12 ans, 9, 10 ans, qui vont se suicider parce qu'ils sont harcelés à l'école. Et c'est vrai qu'au début, les parents, comme on a tous été à l'école, on se dit... allez, c'est bon, ça va passer, c'est pas grave. Parfois, on est chipi l'un envers les autres, ou parfois,
voilà, ça peut arriver et tout, mais on se rend pas compte qu'en faisant ça, on nie en fait le ressenti de l'enfant. Lui dire mais t'inquiète, ça va passer. Non, à partir du moment où l'enfant montre des symptômes, clairement, il faut pas prendre ça à la légère et il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe et il faut entendre l'enfant dans son ressenti parce que le nier, ça lui permet pas d'exprimer ce qu'il ressent finalement et d'être entendu dans son vécu. Donc c'est hyper important d'être attentif. Tout à l'heure, on parlera un peu des petits symptômes auxquels il faut faire attention. Enfin, on essaiera de donner quelques petits conseils aux parents aussi. Madame Piras, quels sont les signaux justement auxquels les parents doivent être attentifs justement, et qui serait un indicateur d'alerte sur le fait que leur enfant est harcelé à l'école. Alors, comme disait Chloé, ça peut toucher toutes les sphères de la vie. Donc, l'enfant peut avoir une perte d'appétit, peut avoir des notes moins élevées à l'école, peut commencer à avoir des douleurs physiques, donc des maux de ventre, etc. Et aussi, les parents peuvent avoir l'impression qu'ils se sentent, qu'ils ne veulent pas être avec lui, comme s'ils se sentaient détachés de lui. Et donc, effectivement, tous ces signes peuvent faire penser au fait qu'il y a un problème au niveau de la socialité. Mais moi, j'avais envie de dire que c'est vrai que les parents doivent être très attentifs, mais il y a aussi parfois des parents qui ont essayé de tout faire, mais c'est pas seulement eux qui peuvent résoudre la situation. C'est vraiment un travail qui doit être fait au niveau du système scolaire. Aussi. Donc, les parents, ils doivent intervenir, les professeurs, tous les acteurs du cycle infernal, comment il est appelé, l'harcèlement, dans le sens où la victime est au milieu et tout autour, il y a l'harceleur, il y a les victimes qui participent activement à l'harcèlement, même s'ils ne sont pas les témoins, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, voilà. Mais bon, voilà. Juste pour dire que c'est qu'en fait, les adultes doivent aussi prendre leurs responsabilités vis-à-vis de l'enfant et qu'il faut protéger l'enfant. Oui. Et donc, que tout signe de changement de comportement de l'enfant, que ce soit au niveau psychocorporel ou au niveau de l'attitude, peut-être qu'il peut être aussi plus irritable ou plus renfermé sur lui ou autre. Ces signes-là doivent être alerteurs. Et donc, ce qu'il y a, c'est que parfois, moi, j'ai l'impression que notre système scolaire, il est dépassé. C'est-à-dire qu'on va aller interpeller l'enseignante ou interpeller les écoles ou même le PMS. Mais en fait, ils ont tellement de trucs à gérer, ils ont tellement de situations à gérer, ils ont tellement d'élèves, en fait, parce qu'il y a entre 25 et 30 gosses par classe, que parfois, on passe à côté. Et c'est là où il y a ces catastrophes, ces enfants qui portent atteinte à leur propre vie, quoi. Et là, c'est vrai que on s'inquiète parce que c'est triste quand même, donc d'en arriver là. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut vraiment pouvoir mobiliser les adultes autour de l'enfant. Il faut que les adultes protègent l'enfant. Et ça, c'est vraiment essentiel pour l'enfant. Alors, on va déjà repartir vers une autre petite pause, chers auditeurs. Nous espérons que cette émission vous plaît. On parle de choses graves, mais c'est important que vous nous écoutiez. On va continuer donc après la pause avec nos invités. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur la page Santé pour tous ou Espace Santé Famille ou le Blic Virginie. En tout cas, on est joignable de tous les côtés. Je suis sur les réseaux en même moment que je vous parle. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous sommes en direct sur Arabelle FM au 106.8. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement scolaire avec nos spécialistes. Juste avant la pause, on parlait un petit peu des signaux auxquels il faut être attentif, des changements chez l'enfant, des conséquences quand même dramatiques qui peuvent arriver pour la victime en cas de harcèlement. Moi, j'avais envie de me retourner vers Madame Deguet, qui est notre psychopédagogue aujourd'hui. Quels sont les aménagements que l'on pourrait mettre en place pour sensibiliser le harcèlement à l'école ? Oui, alors il y a plusieurs possibilités, bien entendu. Il existe une série de programmes et
tu seras plus à même de parler d'un exemple de programme que moi, d'ailleurs. Oui. Ce que j'aimerais spécifier, c'est qu'effectivement, les écoles ont pour obligation de lutter contre le harcèlement scolaire. Et on voit cette obligation apparaître dans une série de décrets et de circulaires. À titre d'illustration, le décret mission qui est un des textes vraiment essentiels dans l'enseignement, spécifie, et qui date de 1997, donc c'est pas très récent, spécifie que les établissements scolaires doivent prévoir des dispositifs de prévention et de prise en charge des discriminations et des violences au sein des établissements. Alors, il y a différents dispositifs qui existent. On peut travailler d'une part sur la prévention, et c'est quelque chose qui est absolument conseillé, et d'autre part sur la prise en charge des cas de harcèlement, prise en charge de cas de harcèlement qui sont observés et sur lesquels on a pu poser le mot de harcèlement. Donc, ce qui est important, et on l'a déjà évoqué, c'est effectivement de travailler en pluridisciplinarité avec des acteurs qui gravitent autour de l'école. Donc, par exemple, les enseignants ne sont pas les mieux formés sur cette question, mais il y a des professionnels au sein des établissements scolaires qui sont mieux formés quelque part. On a les centres PMS. Chaque école a un centre PMS. On est bien d'accord que les centres PMS ont beaucoup de travail. Néanmoins, c'est une institution qui est absolument une institution, un organisme qui est absolument incontournable pour tout ce qui relève de la santé mentale et du bien-être des élèves à l'école. Donc, ne pas hésiter, les parents eux-mêmes peuvent contacter les centres PMS. Il ne faut pas passer forcément par les enseignants. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup de parents ont peur du PMS. À chaque fois que la psychologue du PMS a appelé, etc., elle veut que mon enfant soit suivi ou elle veut un entretien avec nous pour notre enfant, les parents directement, ils sont en mode qu'est-ce qui nous attend? Alors que le PMS, c'est un organisme qui est décroché de l'école. Il n'est pas dans l'école. Il n'est pas il n'appartient pas, il ne travaille pas pour la direction de l'école. Voilà. Et ça, certains parents ne le comprennent pas toujours, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Donc, les PMS sont autonomes. Ce sont des directions qui sont d'autres directions, qui sont les directions des PMS. Et donc, les professionnels des centres PMS sont soumis au secret professionnel, comme les psychologues qu'on rencontre en dehors, comme toi, etc. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas eu l'exemple de parents qui avaient peur du centre PMS, mais j'imagine que moi, j'en ai pas mal. Je veux bien croire, mais j'imagine que c'est lié à leur représentation et sans doute leur vécu eux-mêmes en tant qu'enfants. Le PMS travaille aussi sur tout ce qui est orientation, donc c'est peut-être ça aussi la peur que l'enfant soit réorienté, etc. C'est une aide qui n'est pas contraignante, donc on ne peut jamais obliger un élève à aller au centre PMS, on ne peut jamais obliger le parent à aller à un rendez-vous qui est proposé, etc. Et donc, en matière de choses qu'on peut mettre en place dans un établissement scolaire, c'est par exemple travailler autour de tout ce qui est intelligence émotionnelle, travailler autour de tout ce qui est empathie, travailler autour des compétences sociales, on en a parlé, travailler aussi la cohésion de groupe dans une classe. Dans une classe, on choisit en tant qu'enseignant de soit favoriser un climat de compétition ou soit de coopération. Et ça, c'est un vrai choix éducatif. Et donc, en toute logique, c'est sûr que la compétition favorise une mise en concurrence des élèves, ça va de soi. Tandis que la coopération favorise l'entraide, une intelligence collective, etc. Le fait de pouvoir sensibiliser les parents également est une bonne chose. Travailler aussi sur tout ce qui est usage des réseaux sociaux. Les jeunes parfois ne se rendent pas compte, mais utilisent à tort et à travers les réseaux sociaux, comme les adultes aussi, d'ailleurs. Mais donc on va voir des comportements où on va insulter derrière un écran, on se sent un peu plus infaillible, on a l'impression qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Bien expliquer que l'intégrité d'une personne, d'un élève de la classe, des enseignants, des parents, de soi-même, etc., était quelque chose d'absolument précieux et qu'on n'y touche pas. On ne touche pas à l'intégrité physique ni à l'intégrité psychologique d'autrui. Ça, c'est une chose qu'on peut également conseiller. Travailler sur tout ce qui est gestion de conflits également. On a parlé tout à l'heure du fait que finalement, certains élèves éprouvaient des difficultés pour gérer leurs conflits d'une manière qui était saine. Il existe toute une série d'outils qui sont entre autres proposés par l'Université de la Paix
parmi un des organismes qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, par exemple, pouvoir travailler autour de techniques de communication alternative, la communication non violente. C'est important de pouvoir communiquer d'une manière qui est saine, pouvoir identifier ses propres besoins, pouvoir identifier, essayer de comprendre les besoins des autres, pouvoir identifier ses propres ressentis, etc. Donc il y a comme ça une série de trucs et astuces finalement, d'outils qu'on peut aller piocher à gauche et à droite, qui ne sont pas des outils qui sont coûteux, qu'on peut implémenter dans une classe et qu'on peut aussi implémenter à la maison finalement. Communiquer d'une manière qui n'est pas violente, eh bien, c'est quelque chose qui est conseillé partout à la maison. Les parents peuvent tout à fait le faire. Et en plus, c'est pas compliqué, la communication non violente. Non, clairement. Ça nécessite de revenir sur ce qu'on a appris, ces automatismes de langage, mais c'est quelque chose qui est accessible pour tout un chacun. Donc, c'est ce que je pourrais citer comme ça de prime abord. Peut-être juste insister sur cette notion de besoin, pouvoir identifier ses propres besoins. Moi, je suis souvent étonnée par le nombre d'adultes qui eux-mêmes éprouvent des difficultés pour identifier leurs propres besoins. Pouvoir dire en tant qu'adulte et pouvoir l'identifier et ensuite donc le verbaliser, le reconnaître, j'ai besoin de me sentir en sécurité et cet environnement ne me sécurise pas. Eh bien, c'est déjà une démarche, finalement, auquel on n'est pas spécialement habitué. Et en identifiant ses propres besoins, eh bien, c'est déjà un pas en termes de prévention. Maintenant, ce n'est pas le seul. Et pour parler de besoins de programmes très spécifiques, je ne suis pas la plus formée, mais on a la chance d'avoir une intervenante qui connaît particulièrement ce sujet. Moi, je voulais revenir sur une chose que tu disais, parce que tout à l'heure, en off, on se disait, oui, on ne veut pas trop culpabiliser les parents, parce que clairement, on a parlé des relations, des premières relations, etc. Mais moi, ce qui me fait parfois sourire dans certaines écoles, c'est que quand on creuse un tout petit peu, parce que moi j'aime bien chercher un peu, tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est que parfois, il y a des écoles qui mettent en place, qui se rendent compte qu'il y a un haut taux de harcèlement scolaire, qu'il y a de la compétitivité, qu'il y a des enfants qui s'écrasent les uns les autres, etc. Donc ils mettent en place des personnes un peu comme toi, comme moi, comme nous, qui viennent dans les écoles et qui font de la sensibilisation pour arranger les choses, sans même se rendre compte en fait que leur système à eux est maltraitant. Ça veut dire que peut-être parfois même la hiérarchie est harcelante vis-à-vis du personnel, donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine maltraitance institutionnelle vis-à-vis des enseignants et que finalement les enseignants reproduisent certaines choses sans même s'en rendre compte avec les élèves, ou même les élèves par imitation du système finissent par agir de manière violente ou les uns vis-à-vis des autres. Et donc moi j'invite quand même pas mal aussi, que ce soit les directions d'école, le système enseignant, à réfléchir à peut-être avoir cette position un peu méta, de se dire, mais tiens, finalement, comment ça se fait que dans notre école, il y a un taux de harcèlement assez important? Est-ce que c'est parce qu'on a mis en place ce système de compétitivité au lieu de collaborativité, au lieu d'être dans la collaboration pour les élèves? Est-ce que finalement, on s'exprime chacun entre nous en tant qu'adultes de manière non violente? Parce que moi, j'ai remarqué que dans certaines écoles, les profs sont tellement dépassés, sont tellement épuisés que parfois, ils en deviennent agressifs, mais il y a aussi des directions qui sont maltraitantes. Et on ne fait rien actuellement vis-à-vis de ces directions-là. Et moi, c'est par expérience, que ce soit sur le terrain ou même par expérience personnelle, je me rends compte que parfois, il y a de la violence, mais au niveau beaucoup plus haut. Et au final, moi, je dis toujours, ceux qui sont le maillon de la chaîne le plus faible, c'est ceux qui sont tout en bas, ce sont les enfants. Ils vont reproduire certaines choses qu'ils voient dans leur environnement. Oui, tout à fait. Je te rejoins à 100%. Alors, en termes de compétition, on va avoir par exemple des enseignants qui vont citer les points des élèves tout haut. Ils font ça. Ouais. Et donc forcément, les élèves vont se comparer entre eux. Et le problème aussi, dans l'enseignement tel qu'on le connaît et tel qu'il est majoritaire en Belgique, du moins selon les formes majoritaires, c'est qu'on a absolument accroché au point comme une vérité absolue, et ça vient qualifier l'enfant, ça vient non plus qualifier des performances, ce que c'est en réalité, mais ça vient qualifier l'enfant
dans son être voilà, propre. Et donc, effectivement, on a par exemple des directions d'école qui vont jouer sur les questions de nomination, faire passer des profs, Voilà, etc. ça. Et c'est aussi une forme de compétition, tout ce qui est nomination dans les écoles, le type d'horaire qu'on va avoir pour les enseignants, le type de cours qu'on va pouvoir donner, est-ce qu'on récupère les cours de l'année passée, etc. Et donc, effectivement, c'est tout un système qu'il faut repenser pour aller davantage vers de l'intelligence collective. Et moi, je te rejoins vraiment totalement. À partir du moment où on vise le bien-être de tout un chacun dans une école, où effectivement, il y a un accord, que ce soit implicite ou explicite, de fonctionner selon des techniques de communication, communication non violente, communication assertive, on n'en a pas parlé, etc., etc. Finalement, on a les outils, on connaît les outils, mais ça nécessiterait de repenser l'institution scolaire et de repenser ces postulats, donc ce sur quoi les principes sur lesquels elle est fondée. Et donc, effectivement, c'est un très gros chantier, vraiment. Mais je te rejoins entièrement. On doit s'engager dans la politique, Sarah, toi et moi. On verra, c'est un autre chantier. Alors, du coup, moi, je vais quand même me retourner un petit peu sur nos autres invités. Madame Anzardi, comment est-ce qu'on peut prendre en charge psychologiquement un enfant qui est victime de harcèlement scolaire ? Je pense que ma collègue l'a très bien expliqué aussi, mais pour résumer un peu, je pense qu'il y a deux grandes choses sur lesquelles l'école et les adultes en général vont travailler. C'est que la première chose, c'est un peu reconstruire cette identité, le côté identitaire de l'enfant, donc en travaillant sur son estime de soi, sur aussi l'adolescence, bien sûr. Ils changent beaucoup, les enfants, donc ils doivent se trouver une identité qui leur permette de s'intégrer dans un groupe spécifique. Donc, travailler sur toutes ces questions identitaires. Et aussi, deuxièmement, un peu des choses pratiques. Comment réagir face au harcèlement ? Comment est-ce que je peux me défendre ? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas retomber encore dans ce système de harcèlement ? Donc, un peu ces deux choses qui sont plus travaillées en général. Moi, j'aimais bien l'idée aussi de pouvoir identifier ses besoins, parce que beaucoup d'enfants, justement, ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de certaines choses, des besoins essentiels, et n'apprennent pas à les verbaliser non plus, parce que peut-être que ce soit dans la famille ou dans le système scolaire, on ne les invite pas à ça aussi. Et donc apprendre à peut-être identifier ses besoins et dire, voilà, moi j'ai besoin d'être en contact avec mes amis, mais pour ça, j'ai besoin peut-être de me sentir en sécurité ou de me sentir écoutée, ou voilà. Et donc apprendre à verbaliser ce qu'il ressent et ses besoins, c'est hyper important. On travaille beaucoup là-dessus dans la communication non violente, avec les cartes des besoins, des sensations, etc. Ce sont des chouettes outils avec lesquels les psys travaillent aussi, notamment. Oui, c'est vrai. Et puis ça vient rejoindre aussi tout ce qui est un peu capacité sociale. Genre, comment est-ce que je dois m'approcher de quelqu'un d'autre ? Comment est-ce que je dois devenir... Qu'est-ce que je dois faire pour devenir l'ami de quelqu'un d'autre ? Et savoir que du côté du harceleur, par exemple, lui aussi, c'est un désir d'être aimé, mais il ne sait pas exactement comment est-ce qu'il peut être aimé. Et du coup, leur apprendre aussi ses capacités un peu sociales. Et puis aussi, du côté de la victime, comment est-ce que je peux être aimé, mais lui, il n'arrive pas à s'intégrer dans un groupe, à s'approcher des autres personnes. Donc, c'est vraiment un côté très... avec toutes ces choses sociales, ces habilités sociales. Oui, quelque chose qui doit redévelopper, parfois faire une psychothérapie qui dure quand même un petit temps. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter, à aller voir un psychothérapeute bien sûr. Qui pourra accompagner l'enfant, parce que c'est vrai que parfois les personnes sont les parents sont très réticents d'aller voir un psy pour ça, où ils se disent non mais c'est bon, on va gérer ça en famille, etc. Mais parfois, on n'a pas toujours les compétences pour aider l'enfant à pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là. Donc, Madame Piras, est-ce qu'on doit prendre aussi en charge un enfant harceleur, et comment ? Oui, donc effectivement, tout ce qu'on a dit, ça concerne pas exclusivement les victimes, mais aussi tous les autres acteurs de l'harcèlement. Et donc, moi, je pense pas que la personne qui harcèle, c'est une personne mauvaise en soi, mais c'est... d'un côté, l'agressivité, c'est aussi l'expression d'une souffrance. Donc, si d'un côté, on pourrait prendre en charge de manière individuelle l'enfant pour voir s'il y a des problèmes intérieurs, donc qui sortent du cadre scolaire, ça pourrait être une possibilité.
Mais aussi, je pense que c'est très important de prendre en charge l'enfant dans les contextes scolaires, donc de manière systémique, avec toutes les choses que la collègue a dit. Oui, c'est ça, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on peut prendre en charge l'enfant de manière individuelle, mais qu'il y a peut-être un travail aussi sur le système. Et c'est pour ça qu'il y a des psys qui viennent en classe. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec les psys du PMS. Souvent, ils nous appellent, ils nous demandent pour faire des suivis individuels avec l'enfant, mais on sait qu'ils vont faire des animations dans les écoles. Et vice-versa, nous, par exemple, à Espace Santé Famille, ça nous arrive d'aller faire des animations aussi. La semaine passée, on a fait une animation dans une école, on a fait du mindfulness, on a fait un peu de relaxation avec les enfants. C'était plus pour la gestion du stress, c'était pas pour le harcèlement, mais je me dis finalement on peut mettre des choses en place comme ça, on peut jouer sur le système et jouer sur l'individu aussi, et c'est vraiment plus intéressant, en tout cas en termes d'impact sur la prise en charge, c'est beaucoup plus intéressant. Alors chers auditeurs, on a déjà terminé la première partie de l'émission, on a encore plein de choses à vous dire, mais restez avec nous, donc dans quelques instants on entame la deuxième partie de l'émission avec nos spécialistes. Nous parlons du harcèlement scolaire. Et donc je vous dis à tout de suite sur Arabelle FM au 106.8. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Nous nous excusons pour les petits soucis techniques. Maintenant, j'espère que vous verrez notre tête. Et puis, si vous la voyez pas, vous entendrez nos jolies voix. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons du harcèlement scolaire. Et donc, on a un petit peu discuté des questions peut-être plus graves, qu'on a parlé un peu du suicide chez certains enfants. Moi, j'avais envie de demander à Madame Piras, finalement, comment les parents pouvaient vivre le fait que leur enfant soit harcelé ou harceleur. Est-ce qu'ils se sentent parfois impuissants face à ce phénomène? Et quel rôle on peut leur proposer de jouer dans la prise en charge de ça? Donc, comme disait la collègue tout à l'heure, certains parents peuvent, dans un premier temps, peut-être banaliser la chose quand ils entendent que leurs enfants sont harcelés à l'école. Donc ça, c'est très important de les dire, qu'il ne faut pas banaliser. Après, il y a de l'autre côté d'autres parents qui comprennent la mesure de l'harcèlement et quel est l'impact qu'il a dans les enfants. Et donc, ils peuvent se sentir effectivement impuissants s'ils se retrouvent seuls face à ça. Donc, on parlait tout à l'heure du cyberharcèlement. Ça peut sembler quelque chose de plus grand que nous, plus grand de l'enfant, plus grand des parents. Et donc, je pense que c'est vraiment important de s'appuyer sur d'autres intervenants et essayer de faire un travail ensemble, parce que c'est pas les parents tout seuls qui va permettre à l'enfant de s'en sortir et de ne plus souffrir pour ceci. Donc, je pense que ça, c'est très important. C'est ça. Il y a comme vous dites, il faut qu'ils puissent s'appuyer sur d'autres adultes plus spécialisés. Madame Degé disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le PMS de l'école, qui est une institution extérieure à l'école, je le rappelle, et qui peut tout à fait évaluer la situation. Donc le psychologue peut venir en classe, peut venir à l'école, voir un peu ce qui se passe, et peut même proposer des animations, de la sensibilisation sur le terrain pour justement lutter contre cette problématique. Madame Ansardi, on voit souvent que les enfants harcelés ont peur de faire part de la violence. Donc il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, qui ne parlent pas de ce qu'ils subissent. Et pourquoi c'est si dur pour eux de parler de cette violence qu'ils subissent? Déjà, il y a cette thématique de l'impuissance qui revient, comme Madame Degé en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est quelque chose de continuel. C'est un trauma répétitif. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, l'enfant s'est dit « ça m'arrivera une fois et ça m'arrivera plus ». Mais quand ça m'arrive toujours, constamment, l'enfant commence à penser que quoi que je fasse et quoi que je dise, ça m'arrivera de toute façon. Donc c'est un peu ce sentiment d'impuissance, que sa situation ne changera pas. Et puis en même temps, il y a aussi cette peur et cette honte et ce sentiment de responsabilité et cette peur de représailles. C'est quelque chose qui est très triste. C'est très triste d'en parler, parce que en fait, c'est l'harcelé, la victime, qui pense qu'en fait c'est de sa faute si ça lui arrive.
Donc, si souvent avec les harcèlements sexuels, les filles ou les garçons, mais plus les filles en général, vont commencer à penser, est-ce que c'est parce que je me suis mal habillée? Est-ce que je me suis habillée trop sexy, etc. sexy? Tout à fait. Et puis, dans le cas des autres types d'harcèlement, ce sera pareil. Est-ce que c'est moi qui a fait une bêtise? Est-ce que c'est moi qui lui a dit quelque chose qui l'a mis en colère? Est-ce que c'est moi qui a fait ci, qui a fait ça? Et du coup, il y a vraiment ce sentiment de responsabilité et de honte en tant que victime d'être la cause, en fait, de ce harcèlement. Mais moi, je vois souvent ça chez les victimes, penser qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive et penser qu'en réalité, si on les a maltraitées ou si on les a harcelées ou alors si elles ont été victimes. Et moi, je vois ça aussi chez les victimes de viol parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont été victimes de viol. Souvent, elles se disent pourquoi j'ai pas crié ou pourquoi j'ai pas agi, donc je suis responsable et pourquoi je l'ai pas dit et donc c'est que quelque part, je le méritais. Voilà, il y a ce côté mais ça fait partie de la personnalité. C'est des choses à travailler vraiment sur la confiance en soi et le fait du respect de soi-même et de l'amour propre, en fait. Oui, c'est vrai, mais parfois, c'est aussi renforcé par des cas. Ça arrive peut-être pas souvent, mais des fois, ça arrive que quand les victimes en parlent, les gens commencent à poser des questions. Par exemple, mais t'es sûre? Ou par exemple, à ne pas les croire. Ou sinon à dire, mais t'es sûre? Peut-être que c'est parce que t'as fait ça, peut-être que c'est parce que t'as fait ça. Et essayer de rationaliser un peu ce harcèlement, alors qu'en fait, la raison ne se trouve pas chez la victime. Et ça peut aussi renforcer ce sentiment d'impuissance et de honte, en fait, de la victime. Oui, c'est ça. On a tendance à poser des questions c'est comme quand tu vas à la police, tu t'es fait violer. Oui, madame, vous étiez habillée comment? Ouais. Mais ferme ta bouche, même si j'étais à poil, j'ai pas à me faire violer, tu vois. Donc ça, c'est clair. Mais voilà, et c'est vrai que c'est des questions qui viennent de l'entourage, qui sont parfois très maladroites et qui peuvent tout à fait faire plus pire que mieux. Enfin, je veux dire, ne pas aider l'enfant à pouvoir s'en sortir et exprimer ce qu'il est en train de vivre, quoi. Donc voilà, oui, toi, tu l'as peut-être embêté aussi. C'est peut-être pour ça, parce qu'en général, quand on voit des enfants qui se chamaillent, on va dire oui, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es disputé avec, etc. Donc on prend pas. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment insister sur la chronicité. C'est-à-dire que si l'enfant revient régulièrement avec des plaintes, que il y a une somatisation ou qu'il y a des changements de comportement, c'est là où on se dit et attention, c'est pas juste une dispute entre deux gosses, quoi. C'est quelque chose d'un peu plus important que ça. Je crois que la chronicité est quelque chose de vraiment important dans le questionnement. Est-ce que, Madame Piras, moi je me demandais aussi, mais qu'est-ce qu'un prof peut mettre en place de manière préventive pour lutter contre le harcèlement? Donc, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mais sûrement la première chose, c'est de reconnaître les comportements d'harcèlement. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà de la prévention. Donc, savoir c'est quoi le harcèlement pour pouvoir les reconnaître quand il arrive en face de nous. Et donc, une fois qu'on se rend compte qu'il y a une situation de harcèlement, pouvoir intervenir, donc mettre en place un programme d'intervention et c'est lié à d'autres intervenants, etc. Donc pouvoir en parler à son équipe, en renvoyer ça à la direction en disant voilà, moi j'ai quand même des cas de harcèlement dans ma classe ou alors j'ai vu des choses dans la cour de récré et pouvoir renvoyer ça à l'équipe qui va peut-être renvoyer ça au PMS, etc. Donc voilà, le professeur peut aussi faire appel au PMS, je pense, oui, Madame Degé. Tout à fait. Donc c'est ça, donc il y a vraiment une collaboration pluridisciplinaire autour de l'enfant, quoi. C'est un peu le système. J'avais aussi, pour Madame Degé, une question. Est-ce qu'il y a des causes qui sont identifiables et qui vont favoriser le harcèlement, mais dans une classe? Tout à l'heure, vous aviez dit la compétitivité par rapport à tout ce qui est collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui pourraient favoriser justement le harcèlement dans une classe? Mais alors, ce que je dirais, bien entendu, c'est que l'attitude de l'enseignant est absolument centrale dans une classe. Donc, par exemple, des enseignants, effectivement, je citais tout à l'heure le fait de citer les points tout haut des élèves, le fait lui-même, parfois on a des enseignants qui ont des attitudes un peu moqueuses et sans même vouloir mal faire, pour mettre l'ambiance, entre guillemets, ou pour réguler la classe. Le fait, par exemple, de donner peu la parole à certains élèves. Donc, il y a une série d'études quand même qui ont démontré que les enseignants, du moins pour bon nombre d'entre eux, vont avoir tendance
en fonction du type de réponse qu'ils attendent, à donner la parole plutôt à des élèves considérés comme forts ou comme faibles, etc., à poser des questions plus simples aux élèves considérés comme faibles. Mais à un moment, les élèves comprennent bien cela. C'est-à-dire que même si ce n'est pas verbalisé tel quel, les élèves observent et donc ils comprennent une série de choses, parfois de manière un peu intuitive. Le fait aussi pour l'enseignant d'avoir une attitude empathique ou pas, de veiller au bien-être des élèves ou pas. On vient de vivre une période, on est toujours dans cette période qui est absolument bouleversante pour bon nombre d'individus. Et donc, on a des élèves qui ont absolument voulu avancer dans la matière, coûte que coûte, et quitte à en laisser quelques-uns sur le carreau. Et encore une fois, il ne s'agit pas de blâmer les enseignants. Je pense que c'est une période vraiment éprouvante, y compris pour les enseignants. Puis on a d'autres enseignants qui se sont quand même dit « Stop, qu'est-ce qu'on fait là ? On va quand même un peu réfléchir. Nos élèves sont en mal-être. Donc on va, par exemple, décomplexifier une partie de la matière pour... Par exemple, laisser du temps en classe à des quads neufs, à des rituels autour du bien-être, etc. Et ce faisant, c'est aussi une manière de montrer pour un enseignant que le bien-être de tout un chacun apporte. Et donc, à partir du moment où on prend le temps de dialoguer avec ses élèves, de leur demander comment ça va, d'écouter leur mal-être sans pour autant... tomber dans l'encouragement de plainte. Il ne faut pas non plus tomber dans un excès inverse. Eh bien, c'est une manière de montrer finalement aux élèves que leur bien-être, c'est précieux et c'est important. Donc, de prime abord, j'aurais tendance à citer ça. Dans une classe, eh bien, on peut aussi parler de la disposition du local, tout simplement, qui favorise ou pas le bien-être. Le psychopédagogue qu'on a cité tout à l'heure est un psychopédagogue, par exemple, qui a étudié les cours de récréation. Et donc, on a des cours de récréation qui favorisent, par exemple, davantage, qui tendent à favoriser une égalité filles-garçons. Et on en a d'autres qui tentent à favoriser des comportements de ségrégation filles-garçons. Et donc, on sait bien que c'est souvent au désavantage des filles. Et donc, une cour de récréation doit être pensée aussi pour le bien-être des élèves. On va éviter, par exemple, qu'il y ait des coins dans lesquels des petits groupes peuvent se former avec éventuellement des comportements violents, entre autres du harcèlement. On va plutôt avoir un espace qui est aéré, mais dans lequel il y a quand même des coins pour un peu se reposer, un peu prendre le temps de souffler pour les élèves qui en ont besoin, etc. Donc dans une école, on peut vraiment penser, réfléchir au bien-être des élèves et c'est une manière de faire de la prévention au harcèlement scolaire. Et donc par exemple aussi penser aux aspects, je viens de parler de tout ce qui était dimension spatiale, mais on peut aussi penser à la dimension temporelle. Comment on aménage les cours ? Est-ce qu'on fait... gérer une école, c'est toujours compliqué, forcément, mais est-ce qu'on prévoit une fois par semaine, par exemple, durant 2 heures, ne fût-ce que 2 heures, des ateliers plutôt de bien-être où on a la possibilité de faire de la relaxation, où on a la possibilité d'apprendre une technique de communication alternative, on en a parlé, ou bien est-ce que les élèves sont susceptibles d'avoir jusqu'au vendredi 8e période, jusqu'à 16h, des cours de maths et de physique. Oui. Et donc, tout ça, ce sont des aspects par lesquels on témoigne aux élèves que finalement, soit on prend en compte leur bien-être, ou soit on ne le prend pas en compte. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Les choses ne sont pas manichéennes, mais tout ça sont des aspects auxquels on peut réfléchir dans une école. Je pense à autre chose où on s'éloigne quand même un petit peu, mais en même temps, c'est relatif au bien-être. Est-ce qu'on va soigner le menu, par exemple ? C'est aussi une manière de dire aux élèves, de témoigner que votre bien-être, ça nous importe. Et donc, c'est effectivement tout un climat de classe et tout un climat d'école qui a à penser et à réfléchir. Pour montrer que le bien-être est essentiel et le respect de soi, enfin le respect des autres, ça passe aussi par le respect de soi. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Madame Anzardi, est-ce qu'il existe des campagnes de prévention qui fournissent un travail consistant dans ce domaine ? Est-ce que vous avez des exemples ? Je suis pas non plus spécialiste là-dedans, mais je sais qu'il y a plusieurs campagnes de prévention comme Ensemble contre le harcèlement en Belgique, et puis aussi des associations comme Chute-E
Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont communales, c'est-à-dire à l'échelle des communes. Par exemple, Action solidaire à Mouscron, des choses comme ça, qui sont plus par rapport à la ville, donc les écoles d'une ville en particulier. Et puis pour ceux qui veulent avoir plus d'outils dans ce domaine, ils peuvent regarder sur le site internet de l'Université de Paix. Ils ont beaucoup de formations, des ateliers, des ressources en ligne, ils font beaucoup d'interventions, des conférences et tout ça. Et aussi le programme Kiva, qui est aussi un programme de prévention et d'intervention. C'est un programme sur lequel vous êtes en train de travailler. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, en effet, donc c'est bien d'aller chercher aussi des informations par rapport à ça. Moi, j'invite tous les parents à regarder quand même, et à se former aussi. Moi, je sais que j'ai quand même pas mal de demandes de parents qui viennent vers nous, qui nous disent est-ce que vous faites des séminaires ou des conférences sur le harcèlement scolaire. C'est comme ça que l'idée nous est venue de faire cette émission, parce que les parents parfois sont un peu manquent d'outils et savent pas toujours vers qui s'orienter ou comment gérer ou comment discuter avec son enfant face à cette situation. C'est pas toujours évident. Moi, il y avait une autre question qu'une personne nous avait déjà posée, Madame Pira, c'est est-ce qu'une personne qui est harcelée peut devenir une personne harceleuse? Oui, donc tout à fait. Déjà, il n'y a pas une distinction très nette entre harceleurs et personnes harcelées. Il y a aussi des personnes qui sont les deux, qui se sont retrouvées à être harcelées, après ils ont harcelé eux-mêmes ou vice-versa. Et donc, dans cette catégorie d'élèves, on remarque qu'ils ont les mêmes niveaux d'anxiété que les victimes et les mêmes sentiments d'insécurité, mais en même temps, ils sont moins isolés socialement et donc ils arrivent à s'affirmer à travers la violence. Et donc voilà, il y a cette catégorie qui doit être prise en compte, qui a certaines spécificités. Puis il y a aussi des personnes qui disent d'être passées de l'un à l'autre parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient une perception de la réalité et de la manière de créer des amis totalement faussés. Donc, ils considéraient que soit dans le monde, soit on est des harceleurs, soit on est des harcelés. Donc, à un moment donné, soit... Oui, donc ils se sont dit je dois devenir oui, agresseur pour ne pas être agressé. Mais donc finalement, ça dénote un peu comme ce qu'on disait dans l'introduction, qu'on soit harceleur ou harcelé, il y a une fragilité psychologique derrière et il y a un besoin de soutien, de compréhension et une souffrance en fait derrière, peu importe la position que l'on a. Parce qu'on a tendance à beaucoup diaboliser aussi les harceleurs, hein, donc et justement comprendre que ces enfants sont aussi en détresse et que c'est à nous adultes de réagir et que ne pas stigmatiser l'enfant, c'est quand même très important aussi. Madame Degé, est-ce que selon vous, le harcèlement scolaire est lié à une classe sociale ou est-ce que toutes sortes d'écoles peuvent être touchées? Alors, dans les données que j'ai trouvées, le GIRCEF, en tout cas dans un rapport qui est pas tout récent, 2014, mais mentionne que c'est un peu transversal aux différentes classes sociales. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Non. C'est plutôt des facteurs de fonctionnement, enfin un peu tous les facteurs dont on a déjà discuté tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec un niveau social ou un niveau d'études. Non, une classe maintenant, sociale. on pourrait imaginer qu'un élève, par exemple, de classe sociale très populaire, qui arrive dans une école avec un public très aisé, soit plus facilement figure bouc émissaire, mais c'est transversal aux différentes classes sociales. D'accord, ok. Alors, chers auditeurs, on va devoir faire une petite pause. On revient dans quelques instants dans Santé pour tous. Nous parlons du harcèlement scolaire avec nos spécialistes, donc restez avec nous. On a encore une petite partie, un petit temps avec vous. À tout de suite. Voilà, chers amis, dernière ligne droite dans Santé pour tous. On parle du harcèlement scolaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur la page Facebook de l'émission ou sur mon compte Instagram, le Blic Virginie, ou sur le compte de l'Espace Santé Famille ou sur la page Facebook d'Espace Santé Famille. On est partout, donc de toute façon, vous finirez bien par nous trouver si vous avez une question. J'ai mon téléphone devant moi. Alors, on parlait un petit peu des campagnes de prévention juste avant la pause. Moi, j'avais envie de poser encore d'autres questions. Par exemple, est-ce que, Madame Anzardi, est-ce qu'un enfant qui est harcelé peut avoir des soucis psychologiques à l'âge adulte? Oui, bien sûr. Donc, on en a déjà parlé un peu avant, mais tout ce qui est dépression, anxiété, phobie sociale, etc.,
Donc, comme je l'avais aussi dit un peu avant, il faut vraiment faire une prise en charge rapide et quand l'enfant est encore jeune, pour que quand il soit adulte, il n'y ait pas trop de problèmes, parce que sinon ça peut empirer. Et c'est un peu le cas avec beaucoup de troubles psychologiques, souvent, qui sont dus à une blessure à l'enfance comme ça, et que personne n'a vraiment pris ça en charge. Et après, ça grandit, et à la fin, l'adulte se retrouve à 30 ans comme ça à avoir des gros troubles psychologiques dus à ça. Ouais, moi, je dis toujours que c'est beaucoup plus difficile de travailler, par exemple, les questions d'estime de soi chez l'adulte. Il faut redéconstruire, reconstruire, redonner des outils, puis il y a des automatismes qui se remettent en place. Alors que chez l'enfant, si le système bouge, si la famille interagit de manière différente, si dans le système scolaire, on prend en considération certaines choses, on voit vraiment l'enfant évoluer positivement. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus facile à travailler avec des enfants. Avec des adultes, vraiment, parfois, c'est bien ancré, les blessures sont bien ancrées, c'est vraiment difficile de déconstruire, reconstruire, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, surtout que les enfants sont aussi beaucoup plus malléables que les adultes. Et puis aussi, si un adulte va réagir de façon positive à l'enfant lors d'un harcèlement, l'enfant va se sentir tout de suite en sécurité et se sentir beaucoup moins isolé. Et même après, quand il sera adulte, ce sera une blessure beaucoup moindre, beaucoup plus moindre. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Madame Piras, j'ai la même question, mais pour l'enfant harceleur. Est-ce qu'un enfant harceleur, donc un enfant qui a fait du mal, entre guillemets, à d'autres enfants pendant sa jeunesse, est-ce qu'il aura des conséquences psychologiques à l'âge adulte ? Oui, tout à fait. Donc, les études montrent que les enfants, les adultes qui étaient des anciens harceleurs, font abus des substances toxiques, donc tabac, alcool, drogue, etc. Ils ont aussi plus des maladies cardiovasculaires. Ils écoutent les conseils des médecins moins, et aussi ils considèrent qu'ils ont vécu des événements stressants plus que des adultes qui n'étaient pas harceleurs durant leur enfance. Donc tout ça revient à dire que l'harcèlement, c'est vraiment le début d'une psychopathologie, c'est un symptôme, même si l'enfant, dans les moments même, a quelques bénéfices en termes d'estime de soi, parce qu'à différence des victimes, l'harceleur, il augmente son estime de soi à fur et à mesure. Mais en fait, c'est un avantage qui dure très peu, parce que dès qu'il sort de l'école, il perd tous les contacts qu'il avait, parce que c'était des contacts basés sur la peur. Et voilà. Et après, c'est aussi le fait que, comme on a dit tout à l'heure, les harceleurs sont parfois des enfants qui ne savent pas gérer les conflits et donc n'ont pas des comportements adaptés pour la société. Donc évidemment, ils auront des conséquences à l'âge adulte. Et donc on pourrait se dire que si déjà on détecte ça à l'enfance, en tout cas un enfant qui a ce comportement harceleur et qui donc peut déjà développer cette difficulté avec les limites, avec les frustrations, un manque d'empathie, et qui aura probablement du mal à s'insérer à l'âge adulte dans la société, s'il continue à développer ce type d'attitude, on pourrait déjà de manière préventive travailler avec cet enfant. Donc le prendre en charge petit, plus jeune, ça nous permettrait justement de prévenir à l'âge adulte des comportements déviants ou de tomber dans la psychopathologie, comme vous disiez. Oui, tout à fait. D'accord. Madame Degé, est-ce que selon vous, une éducation à l'empathie pourrait être une bonne piste pour diminuer le harcèlement scolaire ? Oui, tout à fait, à plusieurs niveaux. Donc, on a parlé des enfants qui étaient observateurs, spectateurs, comme ça, qui, de par leur attitude, et qui parfois aussi banale soit-elle, comme le fait de rire, mais finalement, ça constituait un renforcement pour le harceleur. Donc, éduquer ces enfants à l'empathie, leur dire finalement, est-ce que c'est tout à fait normal ? Toi, qu'est-ce que tu ressentirais ? En fait, l'empathie, on l'a définie comme la capacité de comprendre ce que l'autre vit. Donc, c'est important de pouvoir comprendre ce que l'autre vit quand il est harcelé, l'état de mal-être qui peut être le sien, etc. Et donc,
à ce niveau-là, pour les harceleurs, bien entendu, les éduquer à l'empathie et y compris pour la personne qui est victime de harcèlement. L'empathie fait partie d'un package qui est celui de l'intelligence émotionnelle, de l'assertivité, etc. Donc, bien entendu. Et encore une fois, on renvoie vraiment vers l'Université de la paix, par exemple, qui a de chouettes outils pour développer ça. Et mais même aussi par rapport, je veux dire, aux parents. Enfin, on peut faire l'éducation à l'empathie pour les enfants dans les classes, mais on peut aussi outiller les parents pour justement que eux puissent être éduqués à l'empathie aussi, parce que parfois on se rend pas compte. Mais moi j'entends souvent cette phrase il grandira, il oubliera, ou tu sais les phrases un peu bateau culturelles parfois, où c'est pas grave, il va oublier, etc. Où on se dit l'enfant il ressent rien, ou il comprend pas. Parfois j'ai des parents qui disent du mal de l'enfant, ou qui disent du mal de l'autre parent devant l'enfant. Et puis, je leur dis, mais en fait, l'enfant, il comprend là ce que vous êtes en train de dire là devant lui. Ah, vous croyez qu'il comprend ? Je sais pas, oui. Il parle, il entend, il écoute. Et même s'il parlait pas, il comprend des choses. Donc, clairement, il faut faire hyper attention à ce qu'on dit devant les enfants. Oui. Et certains parents ne se rendent pas compte que justement, il faut aussi avoir de l'empathie pour son petit bout, et qu'un enfant, c'est comme un adulte. Enfin, il a les mêmes émotions, le même cœur, les mêmes ressentis. Et donc, ce qui rend triste un adulte peut rendre triste un enfant aussi. Oui. Et ça, parfois, on se dit, les petits ne ressentent rien. C'est comme si c'était un petit animal comme ça, j'ai l'impression. Bien sûr, mais tout en gardant bien à l'esprit qu'un enfant n'a pas un psychisme qui est construit comme un adulte. Et donc, oui, ça nous tombe sous le sens, évidemment. Mais je suis pas sûre que ça tombe sous le sens pour tout le monde. Et donc, un enfant n'est pas, par exemple, outillé que pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on vit un corona et qu'on doit tous s'enfermer chez soi, et qu'on voit plus ses copains avec qui on aime étant jouer, etc. Donc, poser des mots, l'empathie, c'est donc la capacité de comprendre vraiment en termes de compréhension, pas en termes ça ne veut pas dire vivre les émotions que l'autre vit, c'est vraiment au niveau de la compréhension. Et donc, qu'un enfant on éduque à l'empathie, et c'est pour ça que tu posais la question, c'est parce que c'est vraiment une éducation. Mais je pense que c'est d'autant plus difficile pour un adulte de se montrer empathique lorsque lui-même est complètement coupé de ses besoins, coupé de ses émotions. Et donc, par exemple, un parent qui court toute la journée, qui est dans des stratégies de survie, parce que les fins du mois sont difficiles pour remplir le frigo, parce que à la maison, dans son couple, ça se passe pas très bien, avec un conjoint qui est pas toujours dans la bientraitance, etc., etc. Eh bien, forcément, c'est pas un climat qui favorise l'empathie, y compris vis-à-vis des enfants. Donc, d'abord, être dans de la bienveillance vis-à-vis de soi-même pour pouvoir être dans de la bientraitance, de la bienveillance et de l'empathie vis-à-vis des autres, et les enfants prioritairement, vis-à-vis des enfants prioritairement. Mais moi, ce que j'essayais de dire, c'est simplement que parfois, en tant qu'adulte, on pense que l'enfant n'a pas de ressenti ou d'émotion comme nous pouvons en avoir, tu vois. Oui. Certes, on n'a pas le même psychisme, évidemment, on n'a pas les mêmes capacités d'élaboration à l'âge adulte qu'à l'enfance, mais on a ces émotions qui nous habitent. Et le problème, c'est que souvent, les parents considèrent que l'enfant, c'est comme si c'était... qu'il n'y avait pas d'émotion, et que il pouvait pas, c'était une plante qu'il fallait éduquer, et que qu'il n'y a pas d'émotion, et que donc l'enfant, comme tu dis, quand il y a le corona, on lui explique pas qu'il y a une maladie, ou qu'on peut plus sortir parce qu'il faut faire attention, etc. Enfin, on ne dit rien à l'enfant, mais que du coup, l'enfant ne va pas être inquiet parce qu'on ne lui dit rien. Au contraire, l'enfant va aussi être inquiet. Il va aussi développer des peurs. Et d'ailleurs, pendant cette période-là, on a vu plein d'enfants qui ont développé des peurs. Moi, j'en ai eu plein dans mes consultations, qui faisaient des crises d'angoisse, qui ne voulaient plus sortir de la maison, qui avaient peur d'attraper le corona dans le métro, qui avaient peur d'attraper le corona dans la rue. Enfin, moi, j'en ai eu plein des enfants comme ça. Mais en fait... Je me suis rendu compte que en fait, les parents n'expliquaient même pas ce que c'était le corona. D'ailleurs, nous, on a fait des petites vidéos à l'Espace Santé Famille pour expliquer le corona, ce qu'il fallait faire, etc., comment on pourrait gérer son quotidien. Mais clairement, on n'explique pas, et on ne dit pas aux enfants, il y a ça qui se passe, il y a ça qui est en train de se passer. Parce que pour nous, c'est logique, en fait. Oui, tout à fait. Effectivement, des parents qui ne se rendent pas bien compte que l'enfant éprouve des émotions telles que nous, on peut
éprouver. Et effectivement, avec une difficulté que l'enfant ressent parfois des choses sans comprendre ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Et donc, ces émotions peuvent devenir complètement envahissantes dans leur ressenti. Enfin, envahissantes, pas dans le sens psychopathologique, hein, envahissantes dans le sens où c'est un trop-plein émotionnel comme ça. Et donc, effectivement, il faut absolument sensibiliser les parents et les enseignants à l'importance de l'empathie. Et finalement, parfois, les parents ou les éducateurs au sens large sont tellement pris dans un quotidien qui est hyper rempli qu'ils ne consacrent pas de temps. Parfois, c'est par manque de temps pour discuter avec l'enfant, pour échanger à propos de ses émotions, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout une prise de temps, une perte de temps. En réalité, c'est du temps qu'on va gagner pour plus tard. Tout à fait, oui, voilà. Et ça, il faudrait que tout le monde le comprenne, quoi. Oui. Madame Manzardi, quel message on pourrait faire passer aux parents et aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? J'aimerais rebondir un peu sur ce que Madame Degé a dit en disant que les parents doivent vraiment montrer à l'enfant qu'ils sont là pour eux, qu'ils sont prêts à les écouter et qu'ils peuvent leur offrir un espace sécurisant. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un peu de la thématique du suicide et c'est très difficile d'en parler, mais une grosse cause du suicide, c'est ce sentiment d'isolation, ce sentiment qu'on est seul contre le monde et que tout le monde est contre nous, mais que nous, on est tout seul et personne ne peut nous aider. Et en donnant cet espace sécurisant à l'enfant, les parents peuvent montrer qu'eux, ils sont là pour l'enfant et qu'eux, ils sont là pour le protéger. Et ça peut faire une très, très grosse différence dans la vie de l'enfant. Tout à fait. L'enfant peut sentir qu'il n'est pas seul, en tout cas, clairement. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de rajouter, comme on parlait de l'empathie, plus nous serons empathiques envers l'enfant, plus l'enfant aussi, et là, c'est aussi pour les enfants harceleurs, mais pourra être empathique vis-à-vis des autres, les enfants harceleurs, mais les enfants témoins aussi. Se dire que ça ne va pas, que c'est pas, on peut pas faire du mal autour de soi. Donc, les premières relations sont essentielles. Oui, mais je pense que c'est très important de se rendre compte que c'est pas quelque chose c'est pas une relation qu'on peut former en un jour, non, mais c'est quelque chose de constant. C'est-à-dire que c'est pas que quand l'enfant a un problème que le parent va dire bon viens tu peux me parler, mais c'est quelque chose, par exemple tous les jours parler un petit peu à l'enfant, lui laisser un espace pour parler, même quand il n'a pas de problème. Et c'est cette relation qui se construit et qui permet à l'enfant après, quand il a un problème, de venir parler librement à ses parents. Oui, tout à fait. Madame Piras, est-ce que vous avez peut-être est-ce que vous avez des suggestions, des conseils pour nos auditeurs par rapport au harcèlement ? Moi, je dirais tout simplement, vu que j'ai parlé plutôt des enfants harceleurs, de ne pas pointer les enfants harceleurs comme des enfants mauvais, mais plutôt de pointer les comportements, de reconnaître les comportements qui ne sont pas bons pour créer des relations stables avec les autres, des relations saines avec les autres. Ça, il faut le dire. Mais c'est pas l'enfant en soi qui est mauvais. Et donc, je pense que ça, c'est très important parce que les enfants harceleurs ont une mauvaise image d'eux-mêmes également. Donc, je pense que l'enfance, et aussi l'adolescence, c'est une phase de développement. Donc, on est encore malléable. Donc, c'est les adultes qui doivent faire en sorte que l'adulte de demain soit capable de vivre avec les autres. C'est ça, donc il ne faut pas réduire l'enfant à un comportement. L'enfant, c'est une petite personne aussi, il a une personnalité, et donc on ne peut pas le réduire à un comportement. Il faut peut-être, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec le comportement, mais ne pas stigmatiser l'enfant. Madame Degé, vous avez un dernier petit conseil pour nos auditeurs ? Peut-être de pas hésiter à en parler, que ce soit pour les enfants harcelés, harceleurs, ceux qui sont spectateurs et qui ne savent pas très bien, que les adultes puissent, qu'en tant qu'adultes, nous puissions être des ressources. Et dans la bienveillance, dans la bientraitance, finalement, c'est ce à quoi on aspire, je pense, pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, et se dire que si on est victime un jour, c'est pas définitif aussi. On peut s'en sortir et accomplir ses rêves. On parle peu de rêves durant cette période de Corona. C'est vrai. Donc redonner de l'espoir aux enfants qui sont victimes.
Ok. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. Vous retrouverez notre podcast normalement, on espère qu'on l'aura en entier, sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. La semaine prochaine, on parle de coaching, de personal trainer, on parle de sport intense avec nos coachs sportifs et préparateurs physiques ainsi qu'avec un kiné sportif. Donc rien à voir, on change complètement de sujet, mais ça va être intéressant. Donc restez avec nous tous les samedis de 14 à 16h dans Santé pour tous sur Arabelle FM. À bientôt.